You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et des préventions. Aujourd'hui, nous allons un peu chambouler l'ordre classique de cette émission. Je vais commencer par les annonces du cœur ou encore mieux par une annonce en particulier. Ensuite, je continuerai avec la revue de presse de la semaine. Vous le savez, comme d'habitude, pour réagir, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur notre site comitedesfamilles.net ou bien passer par notre compte X VIH Radio ou notre page Facebook Comité des familles. Mais n'oubliez surtout pas que nous sommes un podcast sur Apple Podcasts, Spotify et Audioblog. Alors, comme vous avez entendu, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons commencer par les annonces du cœur. Petit historique, les annonces du cœur existent sur notre site Internet depuis que nous avons un site Internet. C'est un moyen d'échanger entre personnes séropositives ou non, qui ont envie de se rencontrer. Ils ne trouvent pas d'autre espace. C'est un espace gratuit. Il faut seulement s'inscrire avec une adresse mail valable. Après, les échanges se font de manière privée. Et cette initiative, elle suit aussi, aussi ce que nous faisons au Comité des familles, l'association qui produit cette émission. C'est-à-dire que nous avons plusieurs moments de fêtes et des espaces conviviaux, justement, où les gens peuvent se rencontrer. Alors, j'ai fait cette introduction. Pourquoi ? Parce que récemment, il y a eu un message en particulier il m'a touché un peu plus que les autres. Je vais vous les lire. Bonjour, je suis un jeune homme noir, célibataire, gay, 33 ans, indétectable depuis 10 ans, sérieux, bonne situation financière, vivant à Paris. Mon désir le plus fou est de devenir père et de ce fait, je recherche une femme séropositive ou pas, désirant avoir des enfants également, fonder une grande famille et créer une belle amitié autour de laquelle on pourra aimer, élever et faire prospérer notre enfant. Si je m'intéressais, écrivez-moi, on pourrait en discuter cordialement. Voilà, on a reçu ce message et moi, je n'ai pas pu hésiter de le contacter. Pas pour lui proposer une coparentalité moi-même, mais pour lui proposer de venir ici à l'antenne à témoigner de son parcours parce que je pense que de la vitre, j'ai quelqu'un qui a un parcours très intéressant. Alors, petite prévention. Maintenant, je vais changer les voix. Du coup, mais la mienne aussi sera un peu modifiée. Ça sera un peu étrange pour nos auditeurs. Mais voilà, c'est le choix qu'on a décidé. Et la personne de la vitre, on l'appellera Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Bienvenue, je suis vraiment heureuse que tu as répondu oui à ce message. Parce que disons que Patrick, tu n'as jamais témoigné de ta situation. C'est non, bien ça? jamais. C'est la toute première fois, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, on va voir comment ça va se passer. De toute façon, tu es dans nos auditeurs, les personnes qui écoutent cette émission, ils sont bienveillants. On va commencer. Parle-nous de toi, de ton histoire, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui tu es. Waouh. C'est beaucoup. C'est toujours dur de se présenter en fait. Voilà, j'ai 33 ans, je suis d'une origine qu'on va pas dire un peu africaine, voilà, et tout. Donc je viens en France un peu dans l'adolescence. Donc je suis steward.
Et je vis dans Paris en fait. Depuis très peu d'ailleurs, parce qu'avant je vivais dans le 95. Donc j'ai emménagé il n'y a pas longtemps. Et donc voilà quoi. D'accord. Et alors, disons ton parcours depuis que tu as découvert ta séropositivité il y a 10 ans. Comment ça s'est passé? Oh, ça a été un long fleuve, plein de turbulences. C'est ce que je vais dire. Ça a eu beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de moments de dépression, beaucoup de moments où il fallait se reprendre en main, il fallait continuer, trouver le moyen de trouver la force. Trouver la force de continuer et de se dire que tout va bien. Et donc, ça a été vraiment un parcours psychologique assez difficile. Oui. Et tu as pu te faire aider par quelqu'un? Oui, j'ai eu, euh, j'ai eu cette chance de pouvoir vraiment compter sur des gens. Et j'ai eu cette chance, je me souviens, oh j'ai oublié son nom, cette infirmière, une infirmière vraiment incroyable. Lors de la découverte, lors du bilan et tout, les premiers mois, qui a été juste extraordinaire envers moi. Je sais plus son nom, mais je sais que si je la vois en face, je saurais que c'est. Oui. Elle était à l'hôpital où Elle ils était t'ont à l'hôpital suivi. où on me suivait, elle était Mm. à l'hôpital où j'ai eu voilà, mon bilan et tout en Mm. fait. Donc, je vais dire, je sais pas si on m'a confié à elle et tout, mais voilà, c'est elle qui a récupéré juste après que le docteur ait fait son diagnostic et tout. Et elle a été incroyable. Oui. Et tu allais te faire dépister pour une raison particulière? Ou c'était comme ça au hasard? Non, c'était pour une raison particulière. Parce que j'ai été avec un partenaire qui m'a dit plus tard qu'il avait eu. Donc, psychologiquement, je me disais que c'était inévitable, en fait, vu les rapports qu'on a eus. Et du coup, j'ai mis du temps à me décider, mais je savais qu'il fallait passer par là, en fait. Mais d'un autre côté, je veux pas dire que j'étais surpris, mais ça fait un choc. Oui. Ça fait un choc. Et- Parce qu'il y a toujours un petit espoir, quelque part, de se dire que non, j'ai pu peut-être m'en échapper, l'éviter et tout, mais ça a été un choc. Hmm. Et à l'époque, du coup, il y a 10 ans, tu connaissais que on pouvait vivre tranquillement notre vie avec les VIH, qu'on pouvait avoir des J'avais enfants. entendu dire. J'avais entendu dire. Et comme toute la majorité, comme la plupart des personnes qui sont inéduquées, parce que quand même, avec toutes ces années, jusqu'à présent, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas éduquées face à ça. Je ne savais pas. Je me disais que c'était loin de moi, que ça ne me concernait pas. Donc, je n'y prêtais pas particulièrement attention, en fait. Et donc, pour moi, c'était une fatalité. Voilà comment je voyais ça. Et comment tu as évolué après? Comment tu t'es informé? Est-ce que c'était des informations que tu as eues surtout à l'hôpital ou tu t'es renseigné près des associations ou tu as connu des gens? C'était majoritairement les informations que j'ai eues à l'hôpital. Surtout ça. Et comme je dis, je suis tombé sur des personnes bienveillantes qui m'ont éduqué sur la chose. Et c'est d'autant plus étrange parce que j'avais été auparavant avec quelqu'un qui travaillait dans une association justement qui aidait justement les jeunes séropositifs, les jeunes travailleurs de sexe et tout et tout. Donc, en quelque sorte, j'étais pas vraiment éloigné, mais ça m'a plutôt aidé dans un autre sens. Ça m'a pas aidé dans le sens de m'éduquer par rapport au VIH, mais plutôt à mon ouverture d'esprit, à la manière dont je percevais les gens qui avaient cette maladie, la manière dont je percevais les gens qui avaient d'autres sexualités et tout en fait. Et par rapport à comment je me percevais moi, c'est plus dans ce sens que cette relation. Et pourtant, il traitait directement avec des personnes séropositives, mais je ne m'étais jamais intéressé particulièrement à ce qui se disait.
à comment voilà, il les aidait à sortir de cette situation en fait. Bah, tu as découvert peut-être que toi-même aussi tu étais porteur de certains préjugés. Oui, complètement. Déjà le simple fait de s'asseoir et de se dire que voilà, c'est une fatalité, c'est avoir des préjugés en fait. Le fait de se dire que est-ce que je serais capable de vivre avec quelqu'un qui est porteur de ça? Voilà, c'est beaucoup de préjugés. Moi, voilà, sans même te dire, même si tu te dis que non, j'en suis capable avant d'être mis sur le fait, tu sais pas ce que c'est. Avant d'être vraiment mis sur le fait de côtoyer une personne directement comme ça, tu sais pas trop ce que c'est. Et les personnes chères autour de toi, ta famille, tes amis, Oui. tu les as mis au courant? Je sais pas si je vais dire que je les ai mis au courant ou alors ça a été une série d'accidents. Ma mère qui l'a appris, moi je me souviens la manière dont elle a apprise, c'était horrible. C'était vraiment horrible la manière dont elle a apprise. En plus, elle n'a pas apprise de ma propre bouche. Elle a apprise d'une personne avec qui j'avais parlé en toute Confiance. Tu toute étais confiance et tout. Et elle a apprise comme ça et de manière très très brutale. Je me souviens, elle a failli s'évanouir en fait. Et elle a fait une crise de larmes et elle n'en revenait pas. Mais elle a su rester forte et je suis très très content. Comment sont maintenant vos relations? Ça a pu se tisser un lien. Oui. On n'est pas obligé de parler de toutes les choses parce que Non, ça il n'y a peut pas de être souci. C'est juste que ça fait longtemps et non, ça me fait... Oui. Oui. Il y a des choses qui sont aussi sensibles. Exactement. Donc, non, elle a été d'un très très grand soutien. Elle a été, maintenant que j'y pense, je sais pas comment j'aurais fait. Vraiment, je sais pas comment j'aurais fait si elle n'avait pas été là. Oui. Heureusement, nos parents ils sont à côté. Voilà. Donc, elle aussi, elle s'est éduquée. Vraiment, s'est éduquée. Je me souviens d'une infirmière dont je vous parlais qui m'a dit fais-la venir. Du coup, ma mère elle venait aux consultations. Elle venait aussi aux consultations parce qu'il nous donne un psy. Elle venait aux consultations avec le psy. Et donc aussi, ça a permis aussi à elle de s'éduquer, de voir comment ça se passe, de comprendre mon traitement, de voir ce que c'était des bilans en fait. Et du coup, depuis, ça a été voilà. Je peux dire que le fait qu'elle le sache, c'était pas plus mal. Parce que ça a été mon premier soutien psychologique, du coup, m'a dit, du coup, t'as plus aucune raison de déprimer. Quand on t'a dit que voilà, c'était pas mortel, on t'a dit que tu pouvais continuer à fonder, tu peux avoir ta famille, tu peux vivre ta vie normalement, donc c'est pas plus qu'une autre maladie plus grave en fait, hein, juste ressaisis-toi et je suis là quoi. Donc depuis... et parfois, quand je travaillais et que j'avais pas le temps, c'est elle qui allait à la pharmacie récupérer les traitements et tout, vérifier que tout se passe bien. Donc, ça a été vraiment mon premier soutien. Oui, après, j'ai eu des membres de ma famille aussi qui l'ont su et qui ont été vraiment, vraiment incroyables aussi. Voilà. Je veux pas dire que c'est le truc dont on parle lors du repas de Noël, mais c'est toujours un petit ça va, tout se passe bien. Et parfois, le simple fait aussi de ne pas en parler, c'est de se dire que voilà, tout se passe bien et que voilà, on n'a pas besoin d'en parler. C'est pas plus
grave que ça. Donc j'espère que tout se passe bien dans ta vie et tout. Au contraire, plus préoccupé de savoir que les choses vont bien dans ma vie, psychologiquement, en fait, et tout. Certains amis, j'en en parle à certains amis. Et d'autres que j'avais aussi connus dans le cadre de leur rééducation par rapport à la maladie, quoi. C'est là où on s'est connus et qu'on est resté en contact et tout. Donc, non, c'est pas le truc dont je parle à qui le veut, mais avec des personnes qui me sont très chères, oui. Est-ce qu'il y a des lieux qui sont tabous, par exemple le travail? Oui. En fait, je vais dans la logique déjà que c'est privé. C'est très privé et tout, c'est pas le truc forcément dont on a besoin de savoir. C'est comme si tu avais d'autres collègues, autant pour moi, qui ont des petits problèmes de famille. Peut-être celle-là n'arrive pas à avoir d'enfant, peut-être lui, il est porteur d'un cancer, peut-être machin. C'est pas le truc qui va venir au travail et pendant la pause déjeuner et s'asseoir et dire « Oh bah tiens, ça se passe comme ça et tout et tout ». Non, non, c'est des trucs privés qui se partagent uniquement avec des personnes qui sont supposées le savoir et qui, dans des cas, par exemple, extrêmes, en fait, ou qui nécessitent qu'on en parle, tu en parles. Sinon, tu en parles qu'avec ton médecin, en fait. Voilà. Donc, c'est au travail, je ne me souviens pas avoir déjà eu ce genre de discussion parce que déjà, le travail, c'est pour le travail. Si tu arrives à te faire un ou deux amis, c'est très bien. Mais à part ça, non. Oui. Et non. Non, je m'en souviens pas. Et les partenaires que tu as eus depuis que tu as découvert, comment ça s'est passé? Est-ce que tu savais d'être indétectable, du coup tu pouvais et tu n'étais pas du tout obligé de leur communiquer ton statut sérologique, mais comment tu as agi? Comment tu t'es comporté? J'ai mis pas mal de temps avant d'avoir encore des rapports. J'ai eu pas mal de temps encore avant d'avoir des rapports et l'intimité a été ça a été l'une des raisons de la dépression. Parce que l'intimité, tu ne l'aperçois plus de la même manière. Du moins, je ne l'apercevais plus de la même manière. J'ai été en couple pendant 1 an et quelques avec quelqu'un qui ne voulait pas d'intimité avec moi. Ça a été psychologiquement très difficile. Même si la personne me disait non, c'est pas par rapport à ça, je prends mon temps, blablabla, blablabla, mais au bout de 7 mois quand même, je me dis tu prends ton temps, tu prends beaucoup de temps quand même. Et ça a été psychologiquement très difficile parce que tu sais, on te dit que c'est pas à cause de ça, mais tu sais que c'est à cause de ça. Oui. Et ça n'a pas été, la seule personne. Ça n'a pas été la seule personne. Et ça m'a beaucoup atteint, en fait. Mais dans un souci d'honnêteté et de transparence, tu peux pas te mettre en couple avec quelqu'un et ne pas lui dire ce détail, en fait. Ce qui est un détail important. D'aucuns va te dire ouais, je vais même aller voir les docteurs avec toi, je vais aller essayer de faire des trucs avec toi, mais je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais parce que j'ai été avec une personne qui était séronégative et qui par contre ça ne l'affectait pas. Et tu vois la différence. Tu vois la différence avec lui. Par contre, on s'est séparés pour d'autres raisons, mais tu voyais cette différence-là.
Et donc maintenant, chaque fois que... avant, parce que je suis avec un partenaire actuellement, un partenaire qui est aussi séropositif. Mais ce qui faisait qu'avant d'entamer une quelconque relation, tu as toujours des appréhensions. Tu vas toujours à tâtons. Tu te dis, au cas où ça foire, au moins, voilà. Je me suis pas donné à 200%, que l'on dit, j'ai pas mis tout mon cœur là-dedans et tout. Au moins, si ça foire, je me serais pas fait mal, en fait. Et déjà, rien que cette façon comment dire, d'appréhender une relation, toi-même, tu te fous dedans, en fait. Toi-même, tu gâches la relation, même si elle était supposée être belle, même si tu sais pas si ça aurait pu aboutir. Tu niques tout, déjà, dès le départ. Parce que tu as peur de ce qui va se passer après. Et puis, et c'est comme ça que j'ai continué à évoluer, quoi. Tout à fait. Et avant de rentrer dans vraiment le cœur, en fait, je t'appelais pour le message que tu as écrit. Oui. Quelque chose d'un peu plus technique. Est-ce que par rapport au traitement, tu prends un traitement tous les jours? C'est des comprimés que tu prends? Est-ce que tu as eu la possibilité d'essayer d'autres types de traitements? Alors, je prends des comprimés. Mais je me souviens, déjà une chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai été détecté très tôt. Donc du coup, vraiment, j'étais juste séropositif en fait, comme le docteur m'a expliqué en fait, et donc je manifestais pas, j'étais même pas en phase de manifestation ni quoi que ce soit. Le docteur m'a dit, voilà, c'est très tôt encore en fait, donc du coup. J'ai été indétectable très rapidement, peut-être je pense 6 mois après que j'ai commencé à mais par contre au départ j'ai eu plein 2 ou 3 changements de traitement parce qu'il y a des traitements auxquels je réagissais pas bien du tout avant de trouver ma première bonne trithérapie. Et ensuite je suis passé à un comprimé. Et ensuite, le docteur m'a dit qu'il était possible de faire un 4/7. Mais pour faire ça, ils m'ont mis pendant une série de tests qui ont duré littéralement un an et quelques. Et donc, ils m'ont fait une série de tests pour voir si je tiendrais et tout. Et voilà. Et ensuite, on m'a passé à un 4/7. Donc, du coup, effectivement, je prends des comprimés 4 jours sur 7. Du lundi au jeudi, en général. Et pas le vendredi, samedi, dimanche. Et voilà. Et j'envisage, parce que dernièrement à Barcelone, j'ai assisté à une conférence justement sur les différents types de traitements. Et il y a un traitement par injection qui sera mis sur place et que j'envisage si je suis éligible. Parce qu'il y a ces gens qui sont d'être éligibles. Si je suis éligible à ça, faire ce traitement par injection que je trouve très bien parce que le traitement par comprimé, c'est lourd pour le foie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai changé de traitement plusieurs fois aussi. C'est parce que à un certain moment, le corps ne réagit plus. Voilà, pas dans le sens où tu es handicapé, où tu peux plus marcher, voilà, du tout, mais voilà, ça te donne des crampes d'estomac et tout. Et le fait de consommer tout le temps des médicaments, c'est pas aussi bien que ça, quoi, en fait. Du coup, tu serais partant pour essayer les injections. Exactement. D'accord. Exactement, absolument. Si c'était faisable, enfin, c'est faisable. Le temps que ça se mette sur place, sans hésiter, je ferai ce traitement. Oui. Et alors, dis-moi, ce message que tu as posté sur le site du comité, tu es en couple en ce moment, tu nous disais, avec quelqu'un, une personne séropositive, c'est ça? Exactement. Donc, du coup, du coup, c'est quelque chose que j'y pense depuis, et peut-être c'est quelque chose qui serait arrivé un peu plus tôt. Voilà, si j'avais pas mis autant de temps à me remettre psychologiquement, je précise, pas physiquement, parce que j'ai toujours été bien physiquement.
psychologiquement à me remettre sur pied, en fait. Et de trouver la force de continuer, en fait. Donc, et bien sûr, à ne pas négliger la situation, voilà, financière. Oui. Situation financière aussi. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, quoi, fonder une famille et avoir des enfants, mais c'est quelque chose que, voilà, j'ai eu plusieurs fois l'occasion, mais c'était pas, c'était pas juste pour moi parce que je tiens à préciser, je suis bisexuel, je suis pas 100% gay. Voilà. Mais j'ai jamais. Je voulais pas avoir à faire un enfant avec une femme, ensuite me retrouver avec. Coucher avec des hommes à côté, ou bien des machins. Je voulais être honnête envers la personne avec qui je vais faire cet enfant et honnête envers moi-même aussi. Et de ne pas savoir où j'allais me retrouver, je voulais prendre le temps vraiment de fixer les choses vraiment, parce que. Euh, Parce que j'ai été avec une femme aussi, il y a dans tout ça, mais on avait des rapports protégés. On avait des rapports protégés et encore une fois de plus, les frustrations dont je vous parle, en fait, d'être dans un couple et à chaque fois qu'on doit faire l'amour, voilà, juste pour rassurer et tout et tout. Et surtout que voilà, elle n'avait pas beaucoup la notion de PrEP. Elle aussi, elle allait consulter sur le docteur, faire ses examens, on l'a tout expliqué, mais il y avait toujours... Réticence, quelque Voilà, chose. il y avait toujours une réticence, il y avait toujours des trucs et tout, donc on s'est finalement séparés et tout, parce que voilà, psychologiquement, pour moi, c'était pas possible. Et donc, dans une démarche vraiment d'honnêteté, je voulais rencontrer une femme, lui parler de mon statut, comme je l'ai dit dans mon message, je vais être clair, voilà ce qui se passe et tout et tout. Est-ce que tu es prêt à, malgré tout ça, à tenter l'expérience avec moi, quoi, en fait. Et donc, voilà, mon partenaire, lui, il est... voilà, c'est pas quelqu'un qui s'attendait forcément à avoir fondé une famille, mais d'être avec quelqu'un qui veut tenter l'expérience, il me dit il est ok, il est partant. Donc c'est un peu ça la situation. Donc je cherche voilà, désespérément quelqu'un qui veut vraiment partager ça avec moi, en fait. Avec toi, et voilà, parce que tu parles, parce que tu pourrais, par exemple, entre guillemets, utiliser et t'adresser à une mère porteuse pour avoir un bébé pour toi et ton compagnon. Mais en fait, tu parles vraiment de fonder une famille, d'une éducation partagée, d'amitié. Exactement. Et c'est peut-être là où ça va, voilà. Ça va peut-être coincer avec certains auditeurs parce que j'ai déjà eu ces discussions tellement de fois. Et beaucoup de personnes, il y a certaines personnes certains couples gays, je veux l'enfant pour moi. Par exemple, j'ai un couple d'amies lesbiennes qui m'ont demandé d'être le donneur. Mais elles ont dit tu donnes et tu te barres. Je vois. Elles m'ont dit tu donnes et puis c'est tout. Oui. Et malgré qu'on soit des amis, hein, quand même, non, ça veut dire que voilà, c'est pas comme si on allait plus bruncher ensemble, ou on allait plus sortir ensemble, on allait plus faire des trucs. C'est juste que tu vas le voir, mais c'est pas, t'attends pas à ce que tu sois impliqué dans sa vie, en fait. C'est juste, c'est notre enfant, tu nous donnes, et moi je lui ai dit que non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas faire ça, je n'aurai pas cette force-là. Et je pense que peut-être tu trouveras certainement quelqu'un qui sera prêt à faire ça, mais moi je peux pas. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de partager ensemble, parce que je voudrais que
même si cet enfant naît en fait, qu'il est éduqué par 2 hommes, je voudrais je voudrais que sa mère soit là. Ça peut paraître stupide, mais je voudrais que sa mère soit là. Je voudrais qu'elle puisse se voir. Je voudrais qu'elle puisse se prendre des week-ends quand elle a le temps. Si elle veut passer du temps avec lui, je voudrais qu'il partage ça. Et je me dis qu'on n'a jamais assez d'amour, en fait. On n'a jamais assez d'amour venant je sais pas moi, des parents, des tantes, des oncles et tout et tout. Et moi, je suis un enfant, j'ai grandi dans un foyer séparé. C'était un coup ici, un coup là-bas, un coup ici, un coup là-bas. Et pour moi, c'était dans des circonstances extrêmes parce qu'en plus, non seulement chacun menait sa vie, mais même à force de mener leur vie, chacun était tout le temps séparation par là, divorce par-ci, séparation par-là, divorce par-là. Il n'y a jamais rien eu de stable en fait. Ce que moi j'aimerais pour cet enfant, c'est non seulement une stabilité au niveau du couple de ses 2 papas, mais avoir aussi une maman qui, j'espère, de son côté, aura une situation aussi stable, même si c'est par rapport à un copain et tout, mais qu'il ait une présence. Voilà, qu'il la voit, qu'il la connaisse, qu'il partage quelque chose, qui, je pense, peut être bien pour lui. Oui, tu as absolument raison. On n'a jamais assez d'amour. Les enfants, Voilà. ils ont besoin. D'ailleurs, on vit dans des sociétés où on est de plus en plus isolés, où on n'est pas à Exactement. côté de nos familles, souvent. Mhm. Et avoir un père, 2 pères, 3 mères, Voilà. je veux dire, c'est quelque chose, ça peut que faire du bien. Exactement, c'est exactement ce que je pense. Que ça peut que faire du bien, en fait. Je ne vois pas la raison pour laquelle je prendrais un enfant et me dire que non, toi, je te coupe, toi, va de... Non, si tu es apte, si tu sens que tu peux apporter quelque chose à cet enfant, et de temps en temps, je l'accueille. Oui. Je l'embrasse et je me dis, ça ne peut être que bien pour lui aussi, dans le sens où ça peut apporter aussi une sorte d'équilibre, en fait. Et puis voilà, quoi. Et avant de poster cette annonce, tu avais déjà parlé de ça aux personnes que tu as rencontrées? C'est une démarche que tu poursuis depuis quelque temps? Oui, c'est une démarche que je poursuis un peu plus ardemment depuis quelque temps. J'y pensais, je parlais, mais je n'avais pas mis l'énergie. J'avais pas mis l'énergie qu'il faut là-dedans. Je n'avais pas mis l'énergie. Et j'avoue, c'est quand j'ai eu un ami qui a eu son enfant de cette manière, en fait, et tout, qui a réussi à trouver une personne avec qui le faire et tout, que j'ai dit, peut-être que peut-être que tu mets pas assez d'énergie là-dedans. Oui. Peut-être que tu te concentres pas assez. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à fouetter. Donc, aller sur les sites, en parler à des amis qui travaillent dans des associations à gauche, à droite, et dire voilà quoi. Mais encore une fois, le fait d'être séropositif, même qu'indétectable, c'est un frein. C'est un frein parce que j'ai rencontré 2 ou 3 personnes. Une fois que j'avais annoncé ça s'est refroidi. Ça s'est complètement refroidi. Et donc du coup, je pense que peut-être si je n'avais pas eu ce statut, la situation serait autre en fait. Elle serait autrement. Mais voilà, je perds pas espoir et je reste très positif. Et c'est pour ça que je me suis aussi tourné vers des femmes séropositives aussi, qui pour moi, on n'en parle pas assez. Et avant même de me dire est-ce que je pourrais tourner vers des femmes séropositives, je me suis dit, littéralement, je n'en ai littéralement jamais croisé. Littéralement jamais croisé. Et parce que je suis toujours entouré d'hommes, quoi, en fait, de mecs séropositifs. Mais pourtant, il y a des femmes séropositives. Je suis allé sur le net, j'ai vu, sur Instagram, j'ai vu 1 ou 2 qui parlaient justement de comment ils sont séropositifs, mais elles ont épousé des hommes séronégatifs, elles ont eu des enfants, elles ont fondé une famille. Je me dis, il y en a. Il y a des femmes comme ça. Et
mais je sais même pas si on les trouve en fait. Où elles sont, si elles ont une association, si elles en parlent, parce que je me suis dit, ma logique, elle venait dans le sens où si on est tous les deux séropositifs, la discussion sera un peu plus simple, parce qu'on sera à peu près passé par les mêmes combats, en fait, on aura à peu près les mêmes douleurs, donc ça sera plus évident de s'associer tous les deux et d'essayer de fonder quelque chose à base de ça, parce qu'on se comprend. On se comprend. Et c'est pour ça aussi que dans mon annonce, j'ai insisté sur... En fait, j'ai commencé par trouver des femmes qui ont mon statut, en fait. Et malheureusement, j'en ai pas encore rencontré. Il y en a pas qui m'ont contacté. Oui. Sur notre site, sur les Annonces du Cœur, tu l'as posté il y a très peu de temps. Oui. Il y a, je pense, une semaine et demie. Et tu as quand même eu quelqu'un qui t'a contacté? J'ai eu des femmes qui m'ont contacté, mais des femmes qui étaient un peu loin, voire très loin même. Et qui était plus dans l'optique de fonder une famille et tout. Donc, en fait, fonder une famille dans le genre, c'est une rencontre, je veux une relation amoureuse, je veux rencontrer l'homme de ma vie. Je dis, oh, ouais, t'as pas dû bien lire mon annonce, en fait, dans ce cas. Donc, voilà, je peux pas t'aider dans ce sens-là. Mais voilà, c'est plus ce genre de personnes qui m'ont écrit et pas vraiment les personnes que je ciblais. Voilà. Bon, aujourd'hui, tu es en pleine démarche. Est-ce que tu te donnes un temps pour cette recherche? Ou tu es à fond, je veux dire, tu es là jusqu'à quand tu n'auras pas obtenu la possibilité d'avoir des enfants? Voilà, je suis là jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Voilà. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Et le temps passe. Le temps passe aussi. Et je me dis, tant que j'ai l'énergie pour le faire, et c'est maintenant que j'ai l'énergie pour pouvoir faire tout ça, je veux le faire maintenant. Donc je suis là et je reste là jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux, parce que je suis persuadé que j'obtiendrai ce que je veux. Je reste très très positif là-dessus, parce que je me dis, si je cherche, je suis sûr qu'il y a une personne ou une femme quelque part qui le cherche aussi. Alors peut-être il y a aussi quelqu'un qui est en train de t'écouter en ce moment, Ouais. qui va se dire, tiens, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Ouais, j'espère bien. Donc je me dis qu'il y a forcément une personne qui le cherche, qui a envie de le faire et qui n'a pas de préjugés, qui est ouverte à ce que j'ai à offrir. Parce que pour ça, il faut déjà être psychologiquement sûr que tu as quelque chose à offrir. Parce que pendant un bon bout de temps, lorsque j'ai appris la maladie et tout, je me disais pendant longtemps que je n'ai plus rien à offrir. Je n'ai plus rien à donner, je n'ai plus... qu'est-ce qui va émaner de moi qu'une autre personne pourrait apprécier, en fait. Et ça a été un long chemin psychologique de se dire que non, en fait, je n'ai aucune raison de me sentir différent par rapport à X ou Y personne, en fait. J'ai une pathologie, c'est une simple pathologie comme tout le reste, en fait. En fait, simple, c'est une pathologie comme tout le reste. Il y a des cas, parfois, j'ai vu des gens. On dit que c'est pas bien de le dire, mais je me dis, il faut pas te plaindre. Tu n'as aucune raison de te mettre dans cet état. Tu n'as aucune raison de te plaindre. Il y a pire. Il y a pire. C'est vrai que je ne néglige pas le parcours psychologique, parce que je sais qu'il y a plein de... Et peut-être il y en a qui vont m'écouter, des jeunes qui tombent là-dedans, qui actuellement, comme chaque fois que je pars voir mon médecin, qui me supplie littéralement de ne pas tomber dans les drogues. Et encore heureux, j'en ai jamais touché. Il y a plein de jeunes qui attrapent les maladies justement dans ce genre de circonstances. En fait, ils sont drogués, ils sont perchés, ils sont ailleurs et qui sombrent. Et encore heureux,
il y a 10 ans, les conditions médicales n'étaient pas celles qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prévention, il y a beaucoup de moyens d'éviter la chose, il y a beaucoup de moyens de se tenir informé. Il y a beaucoup de personnes qui campagnent sur les sites, sur les réseaux sociaux, sur les TikTok. Beaucoup de personnes qui en parlent. Il y a beaucoup de moyens de se tenir informé. Et même si tu apprends que tu l'as, de te dire que c'est pas la fin du monde en fait. Tu peux vivre avec, tu peux fonder ta famille, tu peux avoir ton couple, tu n'as aucune raison de te sentir mal par rapport aux personnes qui, eux, sont mal par rapport à ça, en fait. C'est des personnes qui n'ont pas compris, et c'est des personnes qui sont dans le jugement, c'est des personnes, voilà, parfois qui refusent, comme j'ai eu des cas, délibérément, de s'éduquer par rapport à la chose. Ça peut être psychologiquement difficile de se dire que non, ne t'arrête pas dessus, tu vaux mieux que ça. Tu es quelqu'un, tu es une personne, tu es un être humain, tu as des sentiments et tu dois tenir compte. S'ils ne comprennent pas, c'est qu'il n'était pas fait pour toi ou il ou elle n'était pas fait pour toi et tu next, en fait. Donc, c'est un processus qui j'ai mis du temps. J'ai vraiment mis du temps à intégrer vraiment, à me dire, voilà, non, je peux fonder ma famille, je peux avoir mon parcours, je peux vivre tranquillement dans mon côté. Je ne marche pas avec séropositif marqué sur mon front. Je ne le cache pas non plus, mais voilà, quoi. Si je n'en ai pas honte non plus. Je n'en ai pas honte non plus. Voilà. Il n'y a rien à rajouter. Vraiment, là, tu as tout dit. Tu dis, et j'espère qu'il y aura bien des oreilles qui pourront entendre ce que tu nous as dit et aussi qui pourront répondre à ta demande. J'espère. On te souhaite de tout cœur. Bien sûr, on aimerait beaucoup qu'une fois cette personne, cette perle trouvée, tu viens nous le dire encore une fois, peut-être avec cette personne, ou peut-être quand votre enfant ou vos enfants seront nés. Comme tu dis, tu resteras là jusqu'à quand tu obtiendras ce que tu veux. Ouais. Merci beaucoup, Patrick. Je t'en prie, merci Christina de m'avoir reçu. C'est vraiment quelque chose de très important. Merci encore du cœur. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec les VIH. Après ce beau témoignage, on va faire une petite pause musicale. On revient tout de suite après. No
toujours à l'écoute de Vivre avec les VIH. Après ce témoignage fort, touchant, vraiment inoubliable de notre ami Patrick, on revient pour la revue de presse, pour quelques infos de la semaine. Les comités des familles, du coup l'association qui produit cette émission, fait partie de l'intercollectif TRT5 CHV et signataire du comité, d'une CP sur la réduction des risques en prison. 17 associations réclament que la loi santé soit respectée. Communiqué de presse, voilà, j'arrivais pas à trouver mes mots, je suis encore vraiment touchée par ce témoignage. Du coup, nous sommes signataires avec d'autres associations. Je vous lis quelques parties de ce communiqué de presse. En 2016, le Parlement inscrivait dans la loi santé l'extension à la réduction des risques du principe d'équivalence des soins entre les milieux ouverts et les milieux fermés. 8 ans plus tard, le décret d'application n'est toujours pas publié et la loi n'est toujours pas respectée. En conséquence, l'accès aux outils à dispositif de réduction des risques est quasiment inexistant en prison, lieu avec une forte prévalence des addictions, des maladies infectieuses. Du coup, 17 associations réclament la publication du décret d'application de la dite loi sur les volets réduction des risques en prison. En France, la prévalence des addictions parmi les personnes incarcérées est bien plus importante qu'en milieu ouvert. On estime qu'un tiers des personnes qui entrent en prison présentent une problématique addictive hors tabac et que la quasi-totalité continue à consommer en établissement pénitentiaire, dans des conditions qui présentent des risques importants pour leur santé. Ainsi, 40,5% d'entre elles déclarent d'avoir déjà partagé leur matériel de consommation. La prévalence du VIH et des hépatites virales est autour de 6 à 10 fois plus importante en prison qu'à l'extérieur. Face à ces constats, le Parlement inscrivait en 2016 dans la loi de modernisation de notre système de santé un principe simple. La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers des drogues s'applique également aux personnes détenues. Cette politique inclut entre autres la distribution gratuite des matériels, notamment les seringues stériles et antidotes en cas de surdose. Cette loi de modernisation de notre système de santé a fêté ses 8 ans le 26 janvier. N'est pas appliquée. La réduction des risques en prison est encore extrêmement limitée. La distribution des matériels pour les usagers de drogue varie très fortement d'un établissement pénitentiaire à l'autre. Cette situation bafoue le respect des droits fondamentaux des personnes incarcérées, met en danger leur santé déjà particulièrement fragile et contribue à la propagation des épidémies de VIH et des hépatites. Et l'absence de décret, les associations attaquent l'État et interpellent les parlementaires. Nous appelons les parlementaires à utiliser les droits de visite dans les établissements pénitentiaires afin qu'ils observent les conditions d'incarcération, qu'ils interrogent les gouvernements par des questions écrites ou orales sur la non-application de la loi, ajouter la question de la réduction des risques au plan de travail du groupe d'études prison de l'Assemblée nationale, saisir la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Nous appelons la direction générale de la santé, la direction de l'administration pénitentiaire et du ministère de la santé et de la justice à inclure nos recommandations dans la rédaction du décret qui pourrait ainsi répondre à l'ampleur de la crise sanitaire actuellement en prison. Boîte des préservatifs, s'il vous plaît. Lancée en janvier 2023, l'opération de distribution des préservatifs aux jeunes en pharmacie sans ordonnance est un succès. Depuis maintenant 1 an, qui a moins de 26 ans peut se rendre en pharmacie et obtenir une boîte de préservatifs gratuitement sur présentation de la carte vitale. Le premier semestre 2023 a vu une augmentation de 2,4 fois la demande de préservatifs par rapport à la même période de 2022. Le secrétaire général de la Fédération des pharmaciens de France, Denis Millet, raconte: au départ, il venait en groupe, à 3 ou 4, pour se fortifier et voir comment ça s'est passé, rappelle le pharmacien, qui tient une officine près de Nantes. En première, demandait et les autres suivaient. Maintenant, ils viennent tout seuls et tranquillement.
Comme pour les débuts, il y a seulement 3 marques de préservatifs en libre accès, dont une est souvent en rupture de stock. Pierre-Olivier Varro, le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, pense que l'opération pourrait avoir encore plus de succès si la gamme des préservatifs était plus variée. Les jeunes, ils disent, ont envie de préservatifs plus festifs, un peu texturés en œuvré ou avec des goûts particuliers. La loi Asile et Migration a un soulagement en trompe-l'œil. Après la décision du Conseil constitutionnel par rapport à la loi Asile et Migration, nous partageons le point de vue de la CIMAD. On lit sur le site de la CIMAD. Nous savions que, quelle que fût la teneur de la décision du Conseil constitutionnel instrumentalisée par le gouvernement dans un rôle d'arbitrage partisan, ne pouvant être les siens, le combat contre la loi immigration devrait se poursuivre. Cette analyse s'est vue confirmée à travers la décision rendue le 25 janvier. Celle-ci procure un soulagement en censurant 35 articles de la loi, dont ceux relatifs aux prestations familiales, aux droits de sol, aux délits de séjour irrégulier, aux droits de séjour pour les étrangers malades. Mais ce soulagement, en réalité, en trompe l'œil. D'une part, parce que de nouveaux combats seront menés. Si d'aventure des mesures exhumées de loi revient au Parlement, les articles censurés par le Conseil constitutionnel l'ayant été pour des raisons essentiellement procédurales et non sur le fond. D'autre part, parce que la loi composée des articles restants demeure malgré tout l'une des plus répressives depuis 1945. La suppression des catégories protégées contre les expulsions, l'extension sans précédent de la double peine, la fin de la stabilité des titres de séjour, le creusement des inégalités dans les territoires ultramarins, pour ne citer que juste certains, sont autant de mesures profondément attentatoires aux droits fondamentaux des personnes qui stigmatisent, répriment, excluent et mettent en danger. Cette séquence politique autour de la migration aura ainsi de graves conséquences. Pour obtenir un accord sur le droit, sous les applaudissements continus de l'extrême droite, il paraît que le président de la République et les gouvernements ont bien laissé sciemment adopter des dispositifs contraires à la Constitution, au droit européen et international. Cela a donné à l'extrême droite le champ libre pour, tour à tour, revendiquer une victoire idéologique sur les mesures adoptées, avant de s'en prendre, après la décision du Conseil constitutionnel, aux garantes de l'état de droit et aux contre-pouvoirs que sont les syndicats, les associations et les magistrats. Pour sortir de cette impasse, il faut suspendre l'application de cette loi et opérer un changement de paradigme sur les questions migratoires. L'urgence de la sensibilisation, de la mobilisation et de la résistance face à la loi et les instrumentalisations politiques sous les dos des personnes migrantes demeurent plus que jamais prégnantes. Nous sommes arrivés à la fin de Vivre avec les VIH d'aujourd'hui, mais avant de lancer les génériques des fins d'émission, notre Boogie Wonderland, un bisou à notre radio partenaire Grésivaudan. Et apparemment, là-bas à Radio Grésivaudan, maintenant c'est le moment où ils commencent à danser. J'espère que d'autres vont suivre leur exemple. Merci aux auditeurs, aux auditrices d'être restés à l'écoute. Mais sachez que si vous avez perdu le début de cette émission, surtout les beaux témoignages de Patrick, n'hésitez pas à les récupérer sur le site du comité des familles. Très belle semaine à toutes et à tous. Says, baby.